J'appelle maintenant Anne-Laure Biance, de l'Université de Claude Bernard Lyon 1, qui va nous présenter l'énergie bleue et surtout nous expliquer ce qu'est l'énergie bleue. Bonjour, bonjour à tous. Merci à Alfonso de m'avoir donné l'opportunité de parler aujourd'hui et puis d'avoir aussi organisé ce colloque pour Ampère, et puis aussi merci à tous les organisateurs. Donc je vais essayer de vous parler d'énergie bleue. Alors c'est un terme un peu flou. Aujourd'hui on a plutôt vu comment utiliser de l'énergie pour propulser des véhicules pour l'instant, donc transformer de l'énergie électrique en énergie mécanique. Là on va plutôt voir comment créer de l'énergie électrique. Alors, quel est le contexte? Je pense que le contexte, tout le monde le connaît. L'idée, c'est qu'on a des objectifs, par exemple en France, mais aussi dans le monde, en termes d'énergie renouvelable. Et ce qu'on voudrait, c'est que 33% de la production énergétique soit des énergies renouvelables à l'horizon 2030. Alors, parmi ces énergies renouvelables, il y en a beaucoup. Il y a le bois, l'énergie, l'hydraulique, qui est bien connu, les pompes à chaleur, l'éolien. Et le contexte de ce que je vais vous présenter ici est dans autres et énergie marine. Donc on voit que c'est un tout petit chapeau des 3,3%, donc c'est pas si important que ça. Donc je vais vous parler d'énergie bleue. Alors je fais encore un petit contexte sur les énergies marines. On peut en trouver de 6 sortes, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé dans la littérature. On parle de l'énergie éolienne offshore ou de l'énergie marémotrice, qui eux sont à un stade de développement très avancé. On a déjà c'est déjà commercialisé, on va dire. Il y a l'énergie houlomotrice et l'énergie hydrolienne pour récupérer de l'énergie des courants marins grâce à des turbines. Là, c'est plutôt à des stades de prototype, le développement industriel aujourd'hui. Et puis, nous, on va se placer dans l'énergie thermique et l'énergie osmotique. Donc, c'est récupérer de l'énergie par des gradients thermiques ou des gradients salins. Et là, on est encore à un stade de laboratoire, même s'il y a des pilotes et des usines qui ont commencé à être construites. Alors, l'énergie osmotique, qu'est-ce que c'est ? Alors ça a commencé par être observé comme une pression et les premières observations ont été faites par l'abbé Nollet, Antoine Nollet, dans ses leçons de physique expérimentale. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle de l'énergie osmotique, parce que osmos en grec ça veut dire pousser, donc les gens ont d'abord observé une pression. Et qu'est-ce qu'a fait l'abbé Nollet ? Alors il a pris une vessie de porc, je crois, et il l'a remplie d'alcool, il l'a fermée, il l'a plongée dans un récipient d'eau et puis il a attendu. Comme c'était un expérimentateur, il attendait longtemps, il l'observait. Donc je vous conseille, en tout cas les jeunes qui sont ici, quand vous faites des expériences, prendre le temps d'observer les choses. Et il a observé qu'au bout d'un moment, la vessie de porc était énormément gonflée. Et puis il l'a percée avec une aiguille, il y avait un jet d'eau jusqu'à 1 mètre de haut. C'est ce qui a marqué dans ses leçons de physique expérimentale. Alors c'est une expérience que vous pouvez refaire chez vous. Alors pas avec de la vessie de porc, mais vous pouvez la refaire avec des œufs, par exemple. Vous pouvez dissoudre la coquille d'œuf avec du vinaigre, et puis vous mettez votre œuf dans de l'eau, et puis l'œuf va gonfler, et puis vous percez l'œuf, et vous allez voir que vous allez en mettre partout. Et si vous voulez des infos, il y a des tutos sur YouTube. Alors, ensuite, il y a eu des développements. Après ces expériences de l'abbé Nollet, il y a Pfeffer, qui est plutôt un chimiste, qui a créé des nouvelles membranes, cette fois-ci pas à base de vessie de porc, mais des membranes, on va dire, artificielles, à base de ferrocyanure de cuivre. Je ne suis pas très chimiste, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais surtout, ce qu'il a observé, c'est que la pression nécessaire pour diluer du sucre à travers cette membrane, elle était proportionnelle à la concentration en sucre. Donc ça, c'est une autre observation expérimentale qui a été rationalisée par un théoricien qui s'appelle Van 't Hoff, que vous devez connaître, qui lui a montré en fait que la pression osmotique, elle était proportionnelle à RT fois la différence de concentration entre deux solutions. Donc l'idée, c'est qu'on a une membrane semi-perméable, on a deux solutions. Et puis, il y a une différence de concentration entre ces deux solutions. Donc, semi-perméable, ça veut dire que ça ne va pas laisser passer le sucre ou le sel ou l'alcool, mais ça va laisser passer que l'eau. Et on va voir qu'au bout d'un certain moment, c'est très long si vous voulez faire cette expérience, au bout d'un certain moment, vous allez avoir une différence de hauteur entre ces deux solutions. Et cette différence de hauteur, ça va être une pression hydrostatique. Donc, on a une différence de pression osmotique entre les deux systèmes. Alors on voit que on va équilibrer les concentrations entre ces deux systèmes. On voit que cette équation, ça ressemble à une équation des gaz parfaits, pour ceux qui connaissent, PV égale nRT. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on on sait que cette pression, c'est la pression qui est nécessaire pour dessaler de l'eau. C'est-à-dire que si on a de l'eau pure ici et de l'eau salée ici, et qu'on veut faire passer à travers cette membrane semi-perméable l'eau qui est dans le compartiment salé, il faut appliquer cette pression osmotique qui peut être énorme. Mais c'est ce que les gens utilisent, ce type de membrane semi-perméable aussi, pour désaliniser
l'eau, en appliquant des forces mécaniques importantes. Alors, cette pression, cette différence de salinité, elle a un potentiel assez intéressant. Quand on regarde une différence de concentration entre de l'eau et de l'eau de mer, bon, ça dépend de la mer, on va dire de l'océan, on a une différence de pression qui vaut à peu près 28 fois la pression atmosphérique, et ça correspond à une chute d'eau de 280 mètres, si on veut comparer, par exemple, à de l'énergie hydraulique. On peut même avoir différentes valeurs. Si on prend par exemple l'eau de la mer Morte, cette fois-ci on a une chute d'eau de 5500 mètres, donc c'est énorme. Donc on voit qu'on peut générer des pressions énormes. Et bon, pour transformer cette pression en énergie, on doit faire travailler ces forces de pression. Donc l'énergie, ça va être la pression fois le volume d'eau qui va passer. Donc on voit comme on a des tout petits pores, c'est difficile de faire passer des gros volumes d'eau. Alors en fait, quelle est l'origine de cette énergie entre guillemets osmotique? C'est une énergie de mélange, ça a une origine moléculaire et son origine, c'est une origine dite anthropique. Alors juste pour illustrer le phénomène, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est que vous imaginez que vous avez un verre qui est rempli de billes rouges et de billes bleues. Vous voyez qu'on est dans un certain état d'énergie, puis on va mélanger ces billes et on va voir qu'on est dans un autre état d'énergie où ces billes sont mélangées. Mais on voit que pour les mélanger, c'est facile. Si après on veut les retrier, ça va nécessiter beaucoup d'énergie. Il va falloir prendre les billes une par une. Et donc le nombre de configurations accessibles dans la droite, à droite est bien plus grand que celui à gauche. Et donc l'entropie du système est bien plus grande à droite qu'à gauche. Et donc tout système physique va vouloir finalement maximiser son entropie. Et associé à cette différence d'entropie et associé une différence d'énergie qui s'écrit simplement moins T fois la différence d'entropie entre les systèmes. Alors, je peux vous donner quelques exemples de la pression osmotique. C'est des choses qui sont rencontrées dans la nature. Par exemple, dans les arbres, si on a une plante qui est sur un sol qui n'est pas salé, la plante, par évapotranspiration, va réussir à récupérer de l'eau à travers le sol. Et puis, si on a un sol salé, la plante va avoir beaucoup plus de mal à récupérer cette eau parce qu'elle va devoir lutter contre cette pression osmotique. Et c'est pour ça que le gros sel est un très bon désherbant. Ensuite, c'est aussi utilisé en conservation. On met du sucre dans la confiture pour la conserver ou du sel dans le jambon ou dans le saucisson. Et ça, la raison, c'est que quand on a des bactéries qui se développent, il y a une différence de pression osmotique entre l'intérieur de la bactérie et l'extérieur. Et du coup, les bactéries vont se vider de leur eau et donc mourir et ne pas se développer. Alors cette énergie de mélange, elle a un fort potentiel dans le monde. Si on regarde les estuaires, l'eau douce des rivières qui se jettent dans la mer, on a une énergie qui vaut environ 0,8 kWh par mètre cube d'eau déversée. Et si on regarde le débit théorique mondial de tous les estuaires, qu'on écrit ici, on peut en déduire qu'on a 17 000 TWh par an d'énergie qui peut être récupérée, ou de puissance plutôt. Du coup, c'est une puissance. Du coup, ça correspond à 1000 à 2000 réacteurs nucléaires. Mais bon, ça, c'est si on récupère tout le débit de tous les fleuves qui se jettent dans la mer. Et c'est quelque chose qui est écologiquement non possible. On peut voir, par exemple, que le Jourdain est très asséché ou le Colorado est aussi très asséché aujourd'hui. Donc, on ne peut pas récupérer l'eau de ces systèmes. Et en fait, si on regarde écologiquement ce qui est possible, c'est plutôt 40 à 50 réacteurs nucléaires. Mais c'est quand même un potentiel intéressant. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que les gradients salins verticaux dans l'océan, ils sont plus importants finalement que ces gradients salins au niveau des estuaires. L'eau de la mer, il y a des énormes gradients salins entre le bas et le haut. Et ça peut aussi être une source d'énergie intéressante. Alors, pour récupérer cette énergie osmotique, il y a deux stratégies principales qui sont appelées PRO et RED. PRO, c'est pour Pressure Retarded Osmosis. Et ce principe, ça va être de transformer cette énergie de mélange en énergie mécanique. Et puis après, on va activer une turbine pour le transformer en électricité. L'autre stratégie, c'est de directement transformer cette énergie de mélange en énergie électrostatique. Et puis, grâce à des électrodes, on va transformer ça en électricité. Donc, je vais vous décrire très rapidement ces deux types de stratégies. Donc, la première stratégie, dite PRO, alors ça, c'est un schéma. Elle consiste simplement, du coup, à se mettre à une embouchure, d'avoir l'eau de la rivière qui coule, et puis de pomper l'eau de la mer, de mettre une membrane semi-perméable entre les deux. Du coup, l'eau de la rivière va créer une pression sur l'eau de la mer. Donc l'eau de la mer va être sous pression. Et grâce à cette surpression, ça va actionner une turbine et puis créer de l'électricité. Alors, on parle souvent de puissance attendue en mètres carrés de membrane. Donc théoriquement, on s'attend à avoir 5-6 watts par mètre carré de membrane. Et dans la réalité, dans les systèmes pilotes, on a plutôt 1-2 watts par mètre carré de membrane de puissance récupérée.
Alors il y a des limites théoriques à ce principe, qui sont la perméabilité de la membrane et la polarisation de concentration, et puis il y a des limites pratiques qui sont le bouchage de ces membranes. Alors pourquoi la perméabilité? Pour faire les meilleures membranes, en fait, il faut qu'elles soient très perméables, mais aussi très sélectives. Donc très perméable, en fait, ça veut dire que quand on applique une différence de pression, on va avoir un grand débit à travers la membrane. Donc pour ça, il faut qu'elle soit très fine, mais il faut quand même qu'elle résiste à 28 atmosphères. Et puis il faut qu'elle soit très sélective, donc qu'elle laisse passer l'eau et pas le sel. Mais bon, il ne faut pas qu'elles aient des pores trop petits non plus, parce qu'il faut quand même avoir un flux important. Et la perméabilité dépend, comme dans des systèmes très standards, comme le rayon des pores à la puissance 4. Donc s'ils sont vraiment petits, tout est tout petit. Pour ça, il y a des membranes sous différentes couches qui ont été utilisées. Donc souvent, il y a une couche active, il y a une couche de support, et puis il y a une couche de structure. Donc les gens ont beaucoup étudié ces différentes couches. La couche active, c'est souvent du polyamide. Et puis après, les couches de support, c'est plutôt des couches pour faire passer les ions et puis avoir une structure qui tient la pression osmotique obtenue. Alors une autre particularité et puis une autre limitation qui est assez importante, c'est ce qu'on appelle la concentration de polarisation. Alors je vais essayer de vous expliquer rapidement ce que ça veut dire. Donc vous imaginez qu'à gauche, on est de l'eau salée. En jaune, c'est ma membrane, c'est ma couche active. Et à droite, on a de l'eau douce. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une différence de pression osmotique et l'eau douce va passer du côté de l'eau salée. Et en fait, elle va diluer le sel tout proche de la membrane. En fait. Donc en fait, on va avoir la zone là qui est en bleu un peu plus clair, entourée de la couche de structure grise, si vous regardez sur les schémas de gauche, où la concentration, c'est pas la concentration complètement à gauche, et puis c'est pas la concentration complètement à droite. Donc en amont, à gauche de la membrane, on va avoir un gradient de concentration, mais le gradient de concentration effectif vu par la membrane, eh ben, il est diminué. Et ce qu'il faut, c'est que ce gradient de concentration, eh ben, il soit le plus petit possible, en fait. Ce qu'il faut, c'est que la concentration juste à gauche de la membrane soit relativement importante. Et pour ça, il faut que les ions arrivent à diffuser vers la zone très salée rapidement. Et donc, on veut des membranes qui soient peu tortueuses, c'est-à-dire que le chemin des ions soit facile. Donc ça, c'est un autre point sur cette membrane. Et ça, c'est une vraie limitation de ce genre de système. Donc, le gradient vu, c'est pas le bon gradient. Alors, si on regarde toutes les limitations, en fait, aujourd'hui, on peut regarder le gain énergétique récupéré dans des systèmes de pro réels. On voit qu'on a un certain gain, et puis on voit toutes les pertes qu'on a. Et toutes les pertes qu'on a, donc il y a des pertes qu'on est obligé c'est de ce qu'on met dans le système, et puis il y a des pertes qui sont des pertes dues enfin des vraies pertes, quoi. Et donc ce qu'on peut voir, ce qui est quand même assez intéressant dans toutes ces pertes, c'est que les pertes sont plus grandes que le gain. Donc déjà, c'est pas quelque chose qui semble tout à fait rentable aujourd'hui. Mais surtout, ce qui est très embêtant, c'est le pré-traitement des membranes. C'est-à-dire que quand on prend l'eau de la mer, eh ben, on veut la faire passer à travers des membranes semi-perméables avec des pores nanométriques. Il y a énormément de pollution dans cette eau de la mer et donc on doit la préfiltrer. Et ça coûte de l'énergie. Alors qu'est-ce que font les gens aujourd'hui? Ils utilisent cette technique de façon un peu astucieuse. Ils le combinent à des usines de désalinisation. Donc c'est-à-dire qu'on a de l'eau qui est déjà filtrée et qui est plus concentrée. Donc je vous explique comment ça marche. Si vous regardez le schéma à gauche, par exemple, vous avez une membrane qui permet de désaliniser. Donc si vous regardez en bas, vous avez en bleu foncé de l'eau salée, et en bleu clair, c'est de l'eau douce. Donc on va appuyer avec une forte pression sur l'eau salée pour extraire de l'eau douce, donc désaliniser l'eau de mer, on va dire. Et puis du coup, on va récupérer de l'eau encore plus salée, puisqu'on lui a enlevé de l'eau pure. Et ça, on va le mettre dans un module de récupération d'énergie osmotique avec l'eau de mer, en fait. Et du coup, on va pouvoir recréer de l'énergie. C'est un peu comme quand vous êtes sur une voiture électrique et que le freinage permet de recharger les batteries des eaux. Et donc ça permet d'avoir des usines de désalinisation qui sont plus intéressantes. C'est la même chose quand on utilise de la désalinisation par distillation. Où en est le pro au développement industriel aujourd'hui? Alors ça, c'est ce que je sais. Je ne dis pas que je suis complètement exhaustive. Il y a eu des usines qui ont été créées, qui étaient non rentables économiquement. Statkraft en Norvège, qui était la première, qui a fait beaucoup de bruit dans la communauté, on va dire. Il y a une usine pilote aussi qui a été créée au Danemark, avec des membranes assez innovantes, des membranes japonaises, qui utilisent maintenant des chaleurs géothermales et des saumures provenant de l'excavation. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, qui marche encore en tout cas. Et puis il y a une usine qui a été créée assez récemment au Japon. Il y a même eu un communiqué de presse très récent. Donc l'usine est assez performante, mais elle est hybridée avec une centrale de désalinisation. Donc on voit que ça, technologiquement,
c'est quelque chose de viable quand on combine les deux. Alors maintenant, je vais vous parler très rapidement de la deuxième stratégie. Donc cette fois-ci, on ne va pas passer par de l'énergie mécanique, heureusement, parce qu'on est au colloque Ampère, on va aller directement en énergie électrique. Et donc ça s'appelle la RED, ce qui est l'électrodialyse inversée. Alors la technologie, elle est un peu différente. L'idée, cette fois-ci, c'est d'avoir des membranes qui n'empêchent pas que les ions de passer et l'eau passer, mais c'est des membranes qui sont sélectives. Par exemple, qui laissent que les anions passer ou que les cations passer. Donc je vous mets ici une cellule dite de RED. Donc on voit qu'on a des compartiments à basse concentration, qui sont les compartiments bleu clair, et des compartiments où on a des plus hautes concentrations, qui sont les compartiments jaunes ici. Et ces compartiments sont séparés par des membranes, ici rouge et bleu. Les membranes rouges vont laisser passer que les ions moins, les anions, et les membranes bleues vont laisser passer que les cations. Et donc ce qu'on voit, c'est que quand on a une différence de concentration entre le bleu clair et le jaune, on va avoir un flux et puis on va laisser passer les moins d'un côté et puis les plus vont passer de l'autre côté. Et du coup, comme ça, on va séparer les charges et créer un courant ionique. Alors on voit que les puissances attendues par ce genre de technique sont beaucoup plus grandes. C'est 200 watts par mètre carré. Par contre, les membranes sont beaucoup plus chères. Il faut faire des membranes sélectives à un type d'ion. Mais on sait aujourd'hui les faire. C'est souvent des membranes polymériques qui sont fonctionnalisées. Alors il y a eu, donc tout le monde était ravi de cette technologie. Néanmoins, en 2021, il y a eu un article écrit dans le groupe Daily Melek qui a fait quand même beaucoup de bruit dans la littérature, qui est pourquoi ce n'est pas viable de récupérer de l'énergie de gradients salins. Et donc, ce que les gens ont observé, c'est qu'ils attendaient des puissances de l'ordre de 200 watts par mètre carré, même 1000 watts par mètre carré. On avait fait des expériences sur des nanotubes uniques. Et les puissances réelles dans des systèmes technologiquement, c'était plutôt 1 ou 2 watts par mètre carré. Et la question, c'est pourquoi, quand on augmentait l'échelle, eh ben, la densité de puissance diminuait drastiquement. Et alors, je vais vous expliquer les particularités qu'on doit avoir pour les membranes. Donc ces cellules de RED, c'est un petit peu comme des générateurs. Et du coup, un générateur, ça peut créer un potentiel qui va être proportionnel au logarithme du rapport des concentrations en sel, ici. Et puis, ça a aussi une résistance interne, ce générateur. Et déjà, si la résistance interne est trop grande, on va avoir énormément de dissipation par effet Joule. Donc, on veut des membranes qui soient très sélectives, mais des systèmes qui soient peu résistifs. Et donc pour ça, la solution, c'est d'utiliser des systèmes avec des charges de surface élevées, d'où plein d'études avec des nanotubes de carbone, des nanotubes de bore, etc., etc. Le point qui est limitant, qui était dans l'article, c'est ce qu'on appelle à nouveau la concentration de polarisation, qui existe aussi pour ces membranes échangeuses d'ions. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un principe physique géométrique très simple qui explique pourquoi, quand on rajoute plein de pores, cette concentration de polarisation devient de plus en plus grande. Quand on a un pore unique, en fait, les ions ils vont diffuser dans les 3 directions de l'espace. Donc cette concentration de polarisation, la diffusion, elle est rapide, parce qu'elle est en 3 dimensions. Quand on a plein de pores, on arrive avec une diffusion en une seule dimension, parce que les pores interagissent entre eux. Et ça, c'est un phénomène qui va être beaucoup plus lent. En fait, si on écrit les équations, on voit qu'on n'a pas les mêmes équations et que ça se passe assez mal. Donc, il y a des gens qui essayent de limiter cet effet de concentration de polarisation. Par exemple, des collègues grenoblois qui créent un flux le long des canals et qui font des architectures complexes en 3 dimensions. Ou sinon, il y a des géométries sous forme de fenêtres qui ont été proposées, par exemple dans la thèse de Timothée Derken, qui a soutenu sa thèse en 2025 à l'ESPCI. Alors, au niveau du développement industriel de l'électrodialyse inverse, aujourd'hui, il y a eu une usine qui a été créée, mais qui a été non rentable économiquement, qui utilisait en fait des salines et des puits d'eau douce, donc qui utilisaient des fortes différences de concentration. Et puis il y a l'entreprise qui est Switch Energy, qui a créé un pilote en France sur le delta du Rhône, qui a une nouvelle technologie de membrane très peu chère en fait, donc qui permet d'avoir des choses rentables économiquement, et puis surtout qui récupérait énormément d'énergie et qui a beaucoup travaillé sur le type d'électrode qu'ils utilisaient. Donc aujourd'hui, il y a un pilote qui est en train d'être créé, et puis il y a des recherches qui sont faites pour aussi récupérer ce qu'on appelle la chaleur fatale. Donc ça me fait mon ouverture, en fait. Ce qui est bien, c'est de récupérer l'énergie grâce à des gradients salins, mais on peut aussi récupérer de l'énergie par des différences de température. Alors il y a quelque chose qui s'appelle la chaleur fatale, c'est de la température qui est générée, mais de basse qualité. Quand on fait chauffer un ordinateur, un transformateur, on récupère de la chaleur,
par effet Joule. Il y a de la chaleur qui est dissipée, mais cette chaleur, c'est 50 degrés, 60 degrés. Donc ça, c'est pas des choses qui peuvent être très bien utilisées technologiquement. Et si on regarde la production de l'industrie européenne en termes de chaleur de basse qualité, qui est dissipée, on va dire, dans l'atmosphère, on a l'équivalent de 50 réacteurs nucléaires. Donc bon, c'est pas exceptionnel. Et alors, il y a des dispositifs. Donc, vous voyez, quand vous avez une source chaude et une source froide, vous pouvez créer de l'énergie grâce à un moteur de Carnot. Sinon, il y a des dispositifs solides thermoélectriques. Donc, l'idée, c'est de prendre des semi-conducteurs, mais ils sont faits à base de terres rares, qui sont très coûteux et très polluants. Et puis, on peut aussi utiliser des membranes fluidiques. Et il y a un procédé qui a été proposé dans les années 2016 et qui maintenant est beaucoup plus développé. C'est d'utiliser des membranes qui sont hydrophobes. Donc on a une source froide, une source chaude, et puis on piège de l'air entre les deux. Donc c'est des membranes aux nano-échelles. Et le système a tendance à s'évaporer de la source chaude, même si on n'est pas très très chaud, pour aller se condenser sur la source froide. On a une différence d'énergie, ou de potentiel chimique entre les deux états. Et le système a tendance à s'évaporer et à aller se condenser. Et du coup, on peut créer de la pression dans la source froide. Et pour une différence de 1 degré, on peut créer jusqu'à 76 bars. Donc on voit qu'on est un peu limité par le flux, parce qu'il faut s'évaporer, se recondenser. Mais si on a toute petite échelle, ces procédés peuvent être technologiquement intéressants. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'associer les différences de température et de concentration pour améliorer ses rendements et ses effets. On utilise aussi, comme on a des problèmes d'encrassement de membrane, des systèmes reconfigurables. Donc là, c'est ce que nous, on fait au laboratoire. Donc l'idée, c'est d'utiliser des membranes à base de bulles. Donc on a ici un capillaire, donc c'est un petit tube qui est avec une petite constriction au bord. Et puis on piège une bulle dedans. Et on voit qu'entre la bulle et la paroi solide, on a un petit film très fin qui fait une dizaine de nanomètres et qui peut être considéré comme une membrane nanofluidique. Donc là, on utilise ça pour l'instant aujourd'hui pour de la filtration, mais c'est quelque chose qui peut être utilisé en termes de récupération d'énergie. Donc ici, vous voyez la bulle, on a des petits marqueurs fluorescents. On va appliquer une différence de potentiel pour faire bouger ces marqueurs. Et ce qu'on voit, qu'en appliquant cette différence de potentiel, on va filtrer ces marqueurs, c'est-à-dire qu'ils vont revenir, ils vont s'arrêter sur la bulle, et puis quand on est à droite, on voit qu'on a un endroit noir qui correspond à de l'eau complètement pure en fait. Et puis si on a un bouchage et un encrassage, on peut augmenter la tension, et puis soit faire partir la bulle, donc ça c'est assez facile, soit refaire passer les marqueurs pour déboucher un petit peu le système. Donc ça c'est plutôt des systèmes qui sont intéressants, on va dire, à plus long terme. Donc en conclusion, la méthode PRO, donc la méthode de transformer de l'énergie de mélange en énergie mécanique, c'est rentable, généralement si elle est combinée à des centrales de désalinisation, pour récupérer des rejets à plus haute concentration, ce qui permet aussi du recyclage. Si on met ça aussi dans les usines, on peut avoir des rejets d'usines qui sont très concentrés. L'électrodialyse inverse, elle peut être utilisée, elle est aussi aujourd'hui utilisée pour des applications, pour des systèmes qui sont biocompatibles. On voit que c'est des ions, ça peut être utilisé avec des gels, on peut avoir des systèmes biocompatibles et portables, il y a des revues. Donc ici, ils ont mis des patchs de RAID sur des souris pour leur délivrer des capsules anti-obésité. Et donc on voit que c'est biocompatible avec la souris, et puis que la souris qui avait ce patch, elle a réussi à être moins obèse, on va dire. Et puis au niveau de l'énergie thermo-osmotique, les systèmes sont encore pas matures technologiquement, mais ils ont un fort potentiel de développement. Et là-dessus, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, ça ouvre des perspectives fantastiques.